Femme. 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 Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes. Vous avez entendu le générique, on parle des femmes, donc je pense que c'est évident. Le principe est simple. On va parler donc avec deux femmes sur ce plateau de toutes les thématiques qui nous intéressent. On va parler société, culture, économie, agriculture, environnement, coopération. Avec nous sur le plateau de Femme aujourd'hui, Anaïs Chardon. Bonjour. Et Myriam Moïse. Alors Anaïs, vous êtes agricultrice, vous êtes présidente d'EJA, des jeunes agriculteurs, et vous êtes aussi à la tête d'une exploitation en fait, d'agritourisme. Donc, vous mettez à disposition de visiteurs des gîtes, mais aussi c'est une exploitation agricole. Qui s'appelle le domaine de la vallée. Le domaine de la vallée, il ne faut pas que je me trompe. Myriam Moïse, vous êtes enseignante. Vous êtes maître de conférence à l'Université des Antilles, vous tenez à la précision, et spécialiste des études anglophones. Absolument, merci. C'est ça. En tout cas, merci d'être avec nous. Donc, il y a une première rubrique dans cette émission, qui est qu'on va commenter un fait d'actualité, donc dans la rubrique Focus, juste après ça. Alors, dans cette rubrique Focus, j'ai retenu un fait d'actualité dont on a parlé il y a quelque temps. C'est la prestation et le prix qui a été obtenu par Mallory Beaujolais, qui est une doctorante en électrochimie, qui a donc remporté un concours d'éloquence qui s'appelle donc Ma thèse en 180 secondes. Et en fait, sa thèse porte précisément sur comment craquer les molécules de chlordécone. Alors, ça m'a paru intéressant parce que vous êtes universitaire et vous agricultrice. En fait, elle a fait l'objet d'un article de France Antilles qu'on va peut-être voir, où elle est voilà. Donc Mallory, la parole est d'or. Donc il s'agit donc d'un concours d'éloquence qui mettait donc en concurrence plusieurs jeunes et notamment des doctorants. Et elle, donc Mallory, elle a choisi donc de travailler donc en électrochimie sur une molécule, enfin sur des molécules qui permettraient de venir à bout de cette molécule du chlordécone qui est très tenace, qui reste des centaines d'années dans le sol et qui nous pourrit vraiment au sens propre de la vie. Je vous propose qu'on l'écoute, parce qu'on a la vidéo donc, de sa thèse en 180 secondes. Ça dure juste 3 minutes, on se retrouve juste après pour commenter un petit peu sa prestation. Cher public, bel bonjour. J'espère que vous avez la banane. En tout cas, moi je l'ai et j'en suis fière. Fière de ma banane largement exploitée. Fière de ma banane même très controversée. Et oui, j'entends parler de contamination, de cancer de la prostate et même d'empoisonnement. C'est à cause de la chlordécone qu'on a utilisé entre 1972 et 1993 aux Antilles françaises. C'est le pesticide du charançon noir sur qui on avait porté tant d'espoir pour sortir la banane des déboires. Maintenant, elle ne s'en va pas, la chlordécone. Elle macère dans nos terres, même celles qu'on a dû abandonner. Elle circule dans nos eaux jusqu'à nos poissons et nos crustacés. Elle circule dans nos veines. Nous sommes tous empoisonnés. Misère! Que faire? Vite! Réparation, remédiation pour nos pères, nos mères, nos terres, pour ma terre. Des scientifiques regroupés par le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, proposent d'ajouter régulièrement sur les sols cultivés du fer zéro valent, ou plus couramment de la limaille de fer. D'autres encore proposent un ensemble de bactéries pour dégrader le polluant en aérobie. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, on ne s'arrête pas là. Le but de ma recherche est d'utiliser des super bactéries du futur pour dégrader le pesticide du passé. Avec la belle équipe du laboratoire des matériaux et des molécules en milieu agressif, le L3MA, on a pris dans la mangrove un peu de boue et un peu d'eau. On a mis tout ça dans des bocaux au labo. Mais ce n'est pas pour en faire de la confiture. Les bactéries qui sont dedans, on leur impose un courant électrique. C'est la pile à combustible microbienne. Nos super bactéries, dites électroactives, se regroupent alors en fines couches appelées biofilms et se mettent à produire des électrons tout en se nourrissant. On obtient chimiquement une réduction des polluants. Notre objectif est alors de booster cette réaction pour casser la molécule de chlordécone et donc éliminer la pollution.
On a choisi ce procédé ingénieux car il a déjà fait ses preuves. La pile de bactéries dégrade déjà dans les sols et les aquifères, composés organiques, hydrocarbures industriels. Nous, on va l'utiliser pour s'attaquer à la molécule qui fait office de casse-tête pour les chimistes. En effet, la chlordécone possède des propriétés et une structure qui la rendent résistante, stable et toxique dans l'environnement durant une douzaine d'années pour quelques molécules. Mais nos bactéries, elles, recèlent le secret de sa dégradation. Pour qu'elles nous révèlent ce secret, nous devons les observer, les identifier et stimuler leur croissance pour optimiser cette dégradation et donc éliminer la chlordécone. De cette façon, je compte bien m'en faire des amis de ces bactéries parce que si je réussis, cher public, à la chlordécone, c'est fini. Alors, Mallory Beaujolais, extraordinaire jeune femme, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle est très douée, je trouve que voilà, elle a su capter son public. En tout cas, l'exercice de la séquence a été réussi. Et je trouve ça quand même intéressant, ces recherches. Et si ça peut nous aider, nous, agriculteurs et la population de la Martinique, à se débarrasser de cette molécule qui nous pourrit tant la vie, voilà, moi je suis vraiment, en tout cas, voilà, j'apprécie ce qu'elle fait, j'apprécie son travail et voilà. Voilà. Alors c'est marrant parce que quand on parle de chlordécone, on a l'impression qu'on est dans une espèce de trou noir, qu'il n'y a pas d'avenir. Alors que là, moi je trouve que c'est extrêmement frais, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a la recherche. Alors, il y a un problème en fait, hein, Myriam, vous qui êtes universitaire, on a l'impression que l'université est tout seul dans son coin. On entend parler d'université quand il y a des grèves, il y en a eu une en mars par exemple. On ne comprenait pas trop d'ailleurs pourquoi, on parle de Guadeloupe, de Martinique, de Pôle. Mais est-ce qu'il ne faut pas regretter que l'université ne soit pas plus présente dans la vie des gens? Parce que l'université, au cœur d'une population, ça fait de la recherche, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah oui, absolument, je suis d'accord avec vous, mais je crois que ça doit faire partie vraiment d'un projet de société, recréer les liens entre la société et l'université. Et je crois que ce genre d'événement, ma thèse en 180 secondes, c'est vraiment une opportunité pour les Martiniquais et les Guadeloupéens, parce que finalement, il y avait des candidats en Guadeloupe et en Martinique, et ça se faisait 7 fois en Guadeloupe, donc une fois chaque année, en fonction des années, ça peut être en Guadeloupe ou en Martinique. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion pour le grand public de prendre connaissance des recherches qui se font, de la jeunesse antillaise active et qui s'implique dans ces problématiques-là, qui sont les problématiques sociétales. Et il faut parce que vous êtes donc dans le secteur des études anglophones, mais vous aussi, vous faites de la recherche. C'est-à-dire que la recherche, c'est... J'ai envie de dire un boulot, c'est le boulot de l'université fondamentalement. C'est de former des gens, mais c'est aussi de rechercher. Là, on parle de recherche. Alors, comment on peut qualifier cette recherche? C'est la recherche fondamentale, cette recherche-là? Oui, voilà. absolument. Mais en matière de sociologie, en matière de communication, en matière d'histoire, par exemple. Et moi, j'ai l'impression, en tant qu'utilisatrice, on va dire, ou usager martiniquais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Anaïs, que finalement... il n'y a pas ce rôle final, aussi des intellectuels d'ailleurs, en matière de sociologie, d'observation de la société. Je n'ai pas l'impression que cette parole-là soit assez présente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anaïs. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On n'entend pas effectivement beaucoup parler de l'université. Et quand il y a des projets comme ça, c'est important de pouvoir mettre en valeur ça, mettre en valeur nos cerveaux, je dirais. Et puis après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'UAG, qui était l'UAG avant et qui est aujourd'hui devenue l'Université des Antilles. Mais voilà, c'est un petit peu dommage qu'on n'entende parler que des grèves et des choses négatives, alors qu'il y a de tellement belles choses à montrer et qu'on a des personnes qui ont beaucoup de talent et qui sont là pour développer, qui bossent pour développer le territoire. Ça, c'est super important. Ouais. Alors, notamment pour le chlordécone, parce que je le disais tout à l'heure, en fait, quand on parle du chlordécone, c'est la face cachée, c'est la face obscure. On est vraiment dans le truc, ça nous tombe sur la tête, il n'y a rien à faire, alors qu'il y a des initiatives. Celle-ci, c'est une façon positive d'envisager le chlordécone. Il n'y a pas de fatalité, non? Est-ce que vous ne souffrez pas un peu de ça aussi, vous, comme jeune agricultrice et comme présidente des JA? Vous en avez peut-être un peu ras-le-bol, non? Oui, alors on en a vraiment ras-le-bol, je ne vais pas mentir. C'est vrai que l'agribashing, aujourd'hui, c'est très, très, très à la mode. Voilà, on en parle beaucoup en métropole, mais aussi au niveau mondial. Et c'est vrai que nous, agriculteurs, nous souffrons déjà dans un secteur qui est vraiment déjà en difficulté. On a beaucoup d'aléas climatiques qui sont récurrents, beaucoup de générations
générations s'en vont et ne reviennent pas. Beaucoup de personnes partent à la retraite et il n'y a pas de reprise. Donc, c'est vrai que ça, ajouté à la chlordécone, ça nous met dans une situation quand même assez difficile. Aujourd'hui, l'agriculteur doit toujours se justifier. Il est toujours dans une position victimaire, voilà. On se méfie de lui. On se méfie de lui, on n'a plus confiance en lui. C'est lui qui a tué, qui a empoisonné et qui vole aussi. Et ça, vraiment, au niveau des jeunes agriculteurs, nous avons envie de redonner un nouveau souffle à l'agriculture, de montrer qu'on peut produire autrement, que nous avons hérité d'une situation dont nous n'avons pas voulu, d'accord, mais qu'aujourd'hui, nous travaillons et nous définissons ensemble les contours de la transition écologique. Aujourd'hui, c'est vraiment montrer que voilà, l'agriculteur, il produit sainement et que même le bio d'ailleurs n'est pas plus propre et plus sale, je dirais, que les productions qui sont faites en conventionnel ici. Donc vraiment, aujourd'hui, les agriculteurs veulent se montrer transparents sur leurs pratiques culturales. Ils ouvrent de plus en plus leur exploitation. Ils font beaucoup d'agro-tourisme. Et voilà, aujourd'hui, c'est très important de rassurer le consommateur et de rétablir cette relation de confiance. Et puis, vous êtes aujourd'hui, les jeunes qui sortent des écoles, vous allez nous parler un petit peu des structures qui existent, vous êtes formés à ça, on vous apprend ça. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent sur les exploitations, peut-être qu'ils le font, mais vous êtes formés parce que c'est un métier difficile l'agriculture, à produire sainement. Exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc nous avons des centres de formation, nous avons des lycées aussi de formation agricole et les jeunes se professionnalisent de plus en plus. Et ça casse un petit peu les codes et les clichés où on pensait que l'agriculteur, c'était celui qui n'avait pas appris à l'école. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ingénieurs qui s'installent en agriculture, aussi beaucoup de personnes qui souhaitent se reconvertir parce que chaque année, nous recevons au point d'accueil, installation et transmission à la Chambre d'agriculture, près de 500 porteurs de projets, donc des personnes de tous horizons, toutes catégories socio-professionnelles confondues, qui veulent vraiment s'installer en agriculture. Et dans des systèmes soit de permaculture, d'agriculture biologique, ou encore donc tout ce qui a trait au jardin créole. Donc vraiment, on constate qu'il y a une vraie montée en puissance et un vrai essor et une vraie demande en fait d'installation à ce niveau-là. Bon, après, on le verra peut-être sans doute plus tard dans l'émission. Ce n'est pas si aisé que ça de s'installer en agriculture. On va y venir tout à l'heure. Mais c'est quand même une petite lueur d'espoir. Parce que moi, je vous ai connu en regardant la télé. C'était quoi, en septembre 2018, lors du passage d'Emmanuel Macron, le président. Je ne sais pas, vous connaissiez Anaïs Chardon? Je l'ai vu une fois à la télé lors d'une émission, mais je ne pense pas que ce soit celle-là. Il me semble que c'est une émission assez récente. D'accord. En tout cas, moi, je l'ai vu. Je regardais ma télé le jour de la visite d'Emmanuel Macron. Et c'était au Morne Rouge. Et je ne vous connaissais pas, ça faisait pas très longtemps que j'étais revenue. Si, ça faisait quand même. Mais je la vois et elle s'adresse au président et vous parliez précisément de l'image en fait et de cet agribashing. Vous disiez il y en a assez, il y en a assez. Le président vous disait oui, mais quand même il faut être transparent sur le chlordécone. Et c'est vrai que depuis un moment vous portez donc à la tête des JA, mais aussi vous êtes une femme qui défend un petit peu ces idées. Donc cette idée qu'il faut revaloriser cette profession. Mais est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'espoir quand même à travers ce que vous dites? Vous dites qu'il y a des gens qui veulent s'installer, même s'il y a des difficultés, mais c'est peut-être l'image en train de changer quand même, non? L'image est complètement en train de changer et voilà, j'ai beaucoup d'échos positifs des gens qui me disent « Ah ben tiens, j'ai vu une de vos interventions à la télé et voilà, ça, vous m'avez vraiment donné envie de faire de l'agriculture. » Et les gens ne sont pas si... je me rends compte que les gens ne sont pas si contre les agriculteurs que ça. Je pense que c'est plus une question de politique qui essaye de monter un peu, qui essaye de grossir un peu cette problématique de chlordécone qu'il ne faut pas ignorer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais aujourd'hui, allons de l'avant. Est-ce qu'on reste vers le passé ou est-ce qu'on a un regard qui est tourné vers l'avenir? Est-ce qu'on n'essaye pas de trouver des solutions, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place justement pour contrecarrer la chlordécone? En tout cas, en matière de chlordécone, arrêtez-moi si je me trompe, donc les aspects positifs. Donc on voit avec Mallory qu'il y a de la recherche, et on sait qu'il y a de la recherche en Guadeloupe. Vous me parliez de ça il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a eu un grand colloque sur la question de la chlordécone, effectivement. Et puis, à l'Université des Antilles, il y a des chercheurs spécialisés dans ces questions-là. Alors c'est vrai qu'on a vu Mallory Beaujolais qui fait partie de cette génération de jeunes, une génération formée par l'Université des Antilles, mais il y a aussi des
des laboratoires, en tout cas au laboratoire caribéen de sciences sociales auquel je suis affiliée, il y a une équipe BEST qui s'occupe spécifiquement de toutes ces questions environnementales, donc société, territoire. Donc ces questions-là sont vraiment au cœur des recherches à l'Université des Antilles. Donc il y a des choses qui se font. Voilà, il y a des résultats, des choses qui se font, il y a une communication. Et puis quand on parle de la chlordécone, on parle quand même d'une problématique qui est régionale, oui. qui ne concerne pas que la Martinique. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à, comme vous le disiez, à se limiter à se concentrer sur juste la chlordécone, mais même par exemple Mallory Beaujolais, sa thèse concerne d'une manière générale la dépollution des sols. Donc je crois qu'on a cette tendance à focaliser, se focaliser sur un aspect en oubliant les autres. Et puis je suis d'accord avec cette question du bashing, et je pense qu'elle s'adapte aussi d'une certaine manière à l'université, parce que du coup je pourrais même parler d'uni-bashing ici en Martinique en particulier, parce qu'on en parlait en coulisses précédemment, et c'est vrai que ça crée c'est lié à tous ces problèmes aussi en lien avec l'exode des jeunes que vous avez également mentionné. C'est vrai qu'on a cette jeunesse active, dynamique, vraiment engagés, qui pourtant n'aspirent qu'à partir, alors qu'ils ont quand même ici de quoi se former, en tout cas au départ, dans une université à taille humaine, et ensuite envisager bien sûr de partir, mais revenir avec des compétences. Je crois que l'exode de la jeunesse martiniquaise, pour moi, c'est un véritable problème, la fuite des cerveaux. Voilà, et je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, que ça soit vraiment de concert, qu'on ait des stratégies de communication autres, et c'est un travail, comme je le disais au départ, c'est un projet social. Il faut que ça soit vraiment un lien avec les médias, l'université, la société civile, de façon à ce qu'on puisse faire remonter des discours plus positifs et qu'on sorte de ce dénigrement qu'on a tendance à... En tout cas, nous, à Zitata, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on vous reçoit, mesdames. On est là pour montrer ces parcours formidables de femmes inspirantes. Alors nous, on est un peu spécialisés avec les femmes, hein. Bon, c'est notre truc, mais bon, c'est pas grave. Mais des parcours inspirants de femmes qui font les choses et qui portent une parole qui soit positive. Je pense que les jeunes ont besoin de ça, mais nous, collectivement, on a besoin de ça. Alors pour continuer quand même sur chlordécone, donc on faisait le compte des choses positives. Donc il y a la recherche ce que fait Mallory Beaujolais. Il y a la formation des jeunes agriculteurs, on en parlait à l'instant, des gens qui sont impliqués dans des pratiques culturelles qui sont propres, qui sont saines, et puis qui ont peut-être le sens aussi de leur responsabilité. Et puis il y a aussi des plans, on a beau dire ce qu'on veut du plan chlordécone, mais il y a aussi ce volet des tests aussi pour le chlordécone. Vous savez, pour les employés, notamment les ouvriers agricoles empoisonnés, qui peuvent faire des tests gratuitement, ça aussi. Donc il y a des choses positives qui se passent, et je pense qu'il faut effectivement, et on est là pour ça, parler aussi. On va parler des choses négatives, mais on parle aussi des choses positives. Alors vous parlez effectivement de l'uni-bashing, mais c'est vrai que des fois on a l'impression que l'université cherche aussi ces histoires-là. Enfin, c'est peut-être pas la faute de l'université Antilles-Guyane d'être devenue qu'une université anti, mais aujourd'hui on a une plus petite université, et on a même entendu dire que certains voulaient la sécession, voulaient la partition. On a des hommes politiques qui ont dit oui, bon, finalement, si on ne peut pas s'entendre avec les Guadeloupéens, il vaut mieux qu'on reste chez nous. Vous en pensez quoi de ça? Alors moi, je pense qu'il est primordial que les hommes politiques s'intéressent à l'université de plus près, et qu'ils n'en fassent pas simplement un jouet politique. Un objet de campagne. Voilà, il ne faut pas que ça soit juste un enjeu de campagne. Je crois que c'est plus important que ça. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses concernant cette scission. C'est une scission qui n'est pas voulue par la majorité de la communauté universitaire. Totalement contre. Pourquoi se scinder alors qu'on peut se rassembler? On a une université juste à côté, University of the West Indies, ils sont 17 pays, ils arrivent à fonctionner. Je ne vois pas pourquoi nous, juste Martinique et Guadeloupe, on ne pourrait pas fonctionner. Donc je crois qu'on est plus à cette... Je pense vraiment qu'il faut qu'on fonctionne de façon à rassembler nos forces plutôt qu'à les disperser. Et je me demande aussi si c'est aussi générationnel, parce que quand j'entends votre discours en tant que jeune agricultrice,
institutrice, je me dis, mais c'est vrai que c'est un discours qui peut paraître parfois un peu en décalage avec, c'est vrai que ce qu'on entend. Et donc, je crois que c'est un peu pareil à l'université. Il y a un décalage parfois qui peut être générationnel parce que la nouvelle génération de chercheurs ne s'attarde pas au clivage, aux tensions Martinique-Guadeloupe. En ce qui me concerne, quand on a besoin de moi sur le campus de Saint-Claude en Guadeloupe pour faire des cours, ça m'arrive d'aller faire des cours de civilisation américaine à des étudiants qui sont antillais. Hein. Alors, il manquerait plus que les étudiants fassent une différence. Ils m'accueillent de la même façon qu'ils accueilleraient n'importe quel enseignant-chercheur. Ils sont là pour le savoir. Donc, je crois que l'université a cette vocation à former la jeunesse antillaise. Et finalement, ce sont les futurs leaders de notre société. Et c'est exactement ce même principe qu'ils ont à l'université des West Indies. Ils forment les futurs leaders, les futures générations qui vont venir participer au développement de la société et donc du pays. Et ça, c'est vraiment avec toutes les parties prenantes. C'est vraiment un projet qu'on doit... De société. Voilà, absolument. Alors, on va venir, on va continuer cette discussion, mais on va parler plus spécifiquement de vos parcours, de qui vous êtes, des femmes que vous êtes, après ceci. On continue notre discussion très animée, mesdames Anaïs et Myriam. Merci vraiment d'être là. On parlait d'université. Parlons de vos parcours. Alors, Myriam, vous avez un parcours international et très caribéen. Vous vous intéressez aux études anglophones et vous avez donc passé votre bac ici. Vous avez fait vos études en France, mais à cheval aussi sur Londres. Voilà, absolument. En fait, j'ai commencé, et je tiens toujours à le dire, j'ai commencé mes études ici en Martinique, à l'Université des Antilles Guyane à l'époque. Et donc, par la suite, je suis partie donc à Londres. Et ensuite, j'ai poursuivi donc mes études doctorales donc, à l'Université Paris 3 à Sorbonne Nouvelle, en co-supervision donc avec l'Université des West Indies à Trinidad. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours résolument ouvert sur la Caraïbe, mais aussi j'ai pu bénéficier de tous les avantages finalement d'être ce que j'appelle euro-caribéenne finalement. Hein. Donc j'ai étudié à la fois dans les universités européennes, j'ai eu des fellowships, etc. Et en même temps, j'ai pu aussi bénéficier de cet apport de compétences et de savoir au niveau des chercheurs de la Grande Caraïbe et puis aussi des États-Unis. Vous, votre parcours professionnel, c'est avant de vous installer? Alors, avant de m'installer, j'ai donc fait une licence en droit à l'Université des Antilles Guyane. Et donc, par la suite, je suis partie pour un master en droit international à Toulouse, à Capitole. Et donc, j'ai décidé de revenir en Martinique parce que mon pays me manquait beaucoup, mais j'ai toujours été animée par cette envie de développer mon territoire. Peu importe la façon, j'avais vraiment envie de participer au développement de la Martinique parce que c'est une île qui est chère à mon cœur, c'est l'île qui m'a fait voir le jour et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que ça passe aujourd'hui par l'agriculture. Vous voulez nourrir votre peuple? Exactement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ça fait... Nourrir mon peuple aussi, d'accord, oui, mais aussi donner une attractivité à cette île qui est très belle. Parce qu'on est sur un tout petit territoire, mais qui a énormément de richesses naturelles. Et je pense que ça passe nécessairement par le secteur primaire. Et un jour, je caresse le dessein que ce secteur primaire serve de base pour les secteurs secondaires et tertiaires. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est pas énorme. Hein. Dans le PIB, c'est quoi? C'est 4%? Ah oui, c'est un petit peu moins que ça. 3,5%. Exactement. Ça fait vivre combien de personnes, d'ailleurs, l'agriculture? Alors, ça ne fait pas vivre énormément de personnes. Hein. Là, on est environ 3 000 agriculteurs déclarés, déclarés à la MSA. Mais c'est vrai que ça ne nourrit pas... je ne dis pas que ça ne nourrit pas son homme, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en agriculture. Mais c'est vrai que c'est un métier qui ne paraît pas attractif et pourtant l'est. C'est particulier. Je vous disais tout à l'heure qu'on recevait 500 porteurs de projets en agriculture. Tout âge confondu et vraiment reconversion professionnelle également. Donc ça prouve aussi que les gens se soucient de plus en plus de nourrir en qualité
la population et ont envie aussi de travailler l'architecture du paysage parce que les agriculteurs, ce sont des architectes du paysage et ce sont les agriculteurs qui entretiennent également les espaces ruraux. Donc sans les agriculteurs, on a des forêts qui partent en friche. Donc il y a aussi ça et puis ne plus faire de clivage aussi entre la chlordécone et donc la filière en banane et puis tous ceux qui sont en diversification. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour... il n'y a pas lieu de diviser quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est l'agriculture d'une manière, dans sa globalité qu'il faut traiter. L'agriculture, c'est un secteur, effectivement, qui n'est pas très attractif, je dirais. Et enfin, peut-être qu'on a une vision, excuse-moi, Anaïs, on a une vision ancienne. Ça peut être des choses un peu high-tech, entre guillemets, ça peut être des choses aussi diversifiées. Vous êtes en agritourisme, c'est-à-dire que vous nourrissez les gens, vous êtes autosuffisant en plus. Voilà. Dans votre domaine, là, sur les 17 hectares, vous cultivez toute espèce de choses, dont la vanille aussi d'ailleurs. Dont la vanille. Oui. C'est vrai que j'ai eu vraiment envie de développer, en fait c'est une reprise d'exploitation, j'ai eu envie de développer cette exploitation agricole parce que c'est un travail que mes parents ont commencé il y a 20 ans. Et puis j'ai voulu aussi ouvrir l'exploitation, montrer vraiment aux gens, voilà, nos pratiques culturelles. Donc je suis en agriculture biologique, donc ça permet vraiment de communiquer sur les productions qu'on a. Donc les gens sont rassurés, ils voient qu'il y a un certificat bio, ils voient qu'il n'y a pas eu d'utilisation de chlordécone. Je suis aussi... De pesticides? Pas de pesticides non plus. Et puis aussi, je produis du cresson. Je suis vraiment sur des productions un petit peu de niche. J'ai planté pas mal de fruits rares. Et puis j'essaye de montrer qu'il y a des alternatives à la chlordécone, puisque sur mon exploitation, j'ai développé une partie aquaponique. Donc l'aquaponie, c'est quoi? C'est travailler en symbiose avec les poissons et faire pousser des plantes avec. Donc vraiment, il y a des alternatives qui sont bio sans avoir le certificat, entre guillemets, puisque pour être bio, il faut avoir une emprise au sol. Mais il y a des choses il y a des modes d'agriculture hors sol qui sont faites dans des conditions sans produits phytosanitaires. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de montrer ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et vous disiez que vous avez espoir que ce secteur primaire devienne un peu, sinon moteur en tout cas, peut-être qu'en partenariat avec le tourisme aussi, il y a vraiment des choses, c'est un peu votre sentiment, Myriam? Ah oui, absolument, parce que finalement, écoutez, je vous écoute parler, ça me donne envie de venir à votre domaine, donc il faudra vraiment qu'on organise cela. Voilà, on va organiser, oui. Voilà. Et en fait, je pense que c'est très intéressant, effectivement, de lier l'agriculture au tourisme. Et c'est aussi très tendance, puisque à l'Université des Antilles, par exemple, nous avons chaque année, alors avec la crise de la Covid, alors ça m'embête de féminiser à chaque fois les choses comme ça. Moi, je ne dis pas la Covid, je ne dis pas la chlordécone. Moi, je dis le chlordécone et le Covid. Il faut qu'ils arrêtent de nous filer les problèmes. Non, moi, je dis le Covid et le chlordécone. Très bien. C'est clair. Donc, c'est vrai que malgré la crise, en fait, on a quand même un intérêt qui est toujours très présent. Des universités américaines qui viennent en Martinique, qui choisissent de venir en Martinique avec leurs étudiants sur des programmes très courts. Et en fait, au lieu d'aller à Paris, alors c'est vrai que la tendance c'était au départ d'aller plutôt en France hexagonale, mais depuis quelques années, la Caraïbe française a le vent en poupe. Donc on a vraiment cette notion, ils sont très intéressés par les choses du terroir, vraiment visiter les fermes, les domaines, voir comment on fait pousser certains produits qu'ils n'ont pas l'habitude non plus de manger. Et puis aussi on a donc des partenariats avec des jeunes entrepreneurs dans le tourisme, des artistes martiniquais, également des jeunes chefs aussi qui font des ateliers cuisine avec ces produits qu'ils auraient découverts, on les emmène au marché, etc. Donc il y a vraiment tout un système autour du tourisme qui devient un tourisme culturel, historique, vraiment relié à cette culture antillaise, et ils viennent chercher cela chez nous. Et bien sûr, en parallèle, ils ont des conférences avec des spécialistes à l'Université des Antilles, de biologie marine, de biodiversité,
de littérature francophone, sur la condition féminine aussi. Ils sont très intéressés par ces questions-là. Donc vraiment, je crois que c'est vraiment l'avenir de relier ce secteur au tourisme. Moi, je pense, Myriam, je pense qu'après cette émission-là, entre vous, il y a des choses, il y a des combos à faire. Parce qu'elle fait déjà le combo entre, elle accueille les gens, donc elle cultive peut-être avec eux, elle fait des petits ateliers. À mon avis, il y a un combo à faire sur la question des femmes. Alors, ce qui m'amène à vous demander, parce que vous avez donc fait votre doctorat sur la question de la place des femmes dans la littérature. Et vous avez travaillé notamment sur les différences entre les femmes, disons, les auteurs anglophones et les auteurs francophones. Et donc, quelles sont les conclusions de vos études? Alors en fait, au départ, je suis angliciste, donc c'est vrai que mes travaux se sont vraiment consacrés au discours, donc aux productions littéraires et aussi artistiques des femmes de la Caraïbe. Alors bien sûr avec un ancrage sur les femmes afrodescendantes en particulier, puisqu'il faut vraiment cibler pour être efficace. Donc au niveau des discours, c'est vrai que dans un premier temps, moi, en tant qu'étudiante déjà à Londres, j'ai vite remarqué que c'était plus simple pour mes compatriotes guadeloupéens de citer des auteurs guadeloupéennes juste comme ça, Maryse Condé, Simone Schwarzbart, Gisèle Pineau. Moi, sur le moment, j'avoue que j'ai eu... Vous avez bugué. J'ai bugué quand il a... Voilà, et en fait, dans le syllabus qu'on avait à l'université de North London à l'époque, on avait un cours qui s'appelait donc Caribbean Women's Writing et en fait il y avait beaucoup de femmes, bien sûr anglophones, caribéennes anglophones, et quelques femmes caribéennes francophones, mais il n'y en avait pas de Martinique. C'était Guadeloupe. Il n'y avait que des femmes de Guadeloupe. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment interpellée à l'époque. Attendez, oui, retenez ce que vous voulez me dire par la suite. Anaïs, petit test. Une femme auteure martiniquaise. Alors là 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas. Alors, donc, il y en a quand même ou pas, Myriam? Ah oui, aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. Mais à l'époque, alors, il y en avait déjà. Il y en avait déjà à l'époque, mais c'est vrai qu'elle n'était pas finalement très connue. Parce qu'on a des hommes antillais, des hommes martiniquais en particulier. Nos hommes ont été extrêmement charismatiques. Césaire, Glissant, Fanon, Confiant, enfin, Chamoiseau. Le trio de la créolité. Enfin, voilà, on a vraiment, c'est très masculin finalement, cette génération de théoriciens et d'écrivains en Martinique, alors que c'est vrai qu'en Guadeloupe, ils ont une autre génération d'écrivains où finalement les femmes ont quand même réussi à placer leur voix avec Maryse Condé dès 1979. Mais eux, ils n'ont pas Césaire et Fanon. Alors, oui, mais je fais ma chauvine. Alors oui, alors c'est vrai que les études ont toutefois montré, et vous avez certainement entendu parler, tout juste l'année dernière, il y a eu un livre qui est paru sur Suzanne Césaire. Suzanne Roussy. Suzanne Roussy-Césaire, qui finalement n'a pas été très étudiée. Et donc aujourd'hui, il y a une Martiniquaise qui est en poste aux États-Unis, qui a sorti un livre sur Suzanne Roussy-Césaire. Et puis, il y avait aussi les sœurs Nardal, qui n'étaient pas très connues, mais qui pourtant sont aujourd'hui vues comme quand même celles qui ont posé les premières pierres de la négritude. Tout à fait. Donc, je crois qu'elles étaient là, mais finalement, elles n'étaient pas entendues. Donc, à l'époque, j'avais effectivement bugué, mais aujourd'hui... Dans la nouvelle génération, il y a les filles Canor. Ah oui, il y a Fabienne Canor. Il y a Gaëlle Octavia. Absolument, il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération de femmes. Donc, aujourd'hui, vous avez travaillé donc, sur les femmes engagées, donc expatriées, notamment sur la question du féminisme aussi. C'est aussi l'objet de vos recherches. Oui, absolument. Je m'intéresse au féminisme. Alors, en ce moment, je travaille en particulier sur l'écoféminisme. Alors, donc, du coup, ça fait vraiment le lien avec donc, tous ces féminismes environnementaux, finalement, où on fait le lien entre l'oppression, la contamination de la terre et effectivement les corps féminins qui finalement sont parfois aussi, les conséquences sont plus visibles parfois chez les femmes avec l'endométriose. Voilà, l'endométriose, toutes les caractéristiques, toutes les choses liées à la fertilité. Et c'est vrai qu'on a quand même une nouvelle tendance aujourd'hui à parler de l'écoféminisme en contexte postcolonial. Donc en ce moment, je travaille plutôt sur ces questions, mais pendant ma thèse,
thèse, je me suis intéressée surtout aux questions du féminisme noir et du lien entre tous les stéréotypes qu'il y a sur les femmes noires aux États-Unis et le lien avec les stéréotypes qu'il y a ici. Et finalement, j'ai trouvé des parallèles assez intéressants. Il y a beaucoup de parallèles, il y a plus de parallèles que de différences? Ah oui, il y a beaucoup de parallèles, plus qu'on ne pense. Et c'est vrai qu'il y a des grands clichés qu'on trouve aux États-Unis et qui parfois sont assez proches ici. Lesquels, par exemple? Par exemple, ici, on a tendance à stigmatiser la femme qui a plusieurs enfants. Ah oui, de pères différents. Voilà, de pères différents et qui va toucher les allocations familiales. Eh bien, dans le féminisme noir, ça fait partie d'un des 4 stéréotypes qui est critiqué et décrié. C'est the welfare mother. Donc, c'est vraiment la mère des allocations familiales. Est-ce que, juste pour être politiquement incorrect, vous parlez des préjugés. Oui. Est-ce que ce ne sont pas aussi des stratégies? Alors, je peux me faire taper dessus, mais voilà, je suis là pour ça. Est-ce que je parle de ce fait-là spécifiquement? Est-ce que ce ne sont pas aussi des stratégies développées? Ah mais absolument, c'est-à-dire que ce sont des stratégies au départ dans le domaine américain, ce sont des stratégies pour pouvoir diaboliser la femme noire. C'est-à-dire que de toute façon, dans les années 60, il y avait un rapport qui avait été écrit par un politicien américain, Moynihan, sur la femme noire comme la responsable de tous les maux, du fait qu'il y ait autant de garçons noirs en prison, du fait qu'il y ait autant de difficultés dans les communautés noires. Donc la femme noire a été diabolisée au départ. Donc les féministes noires sont là pour déchiffrer toutes ces images et par exemple même Michelle Obama, elle avait été tout de suite stigmatisée comme donc le stéréotype de la femme noire aigrie. Donc, the angry black woman. Donc, en fait, finalement, en tant que femme noire, si on parle trop, si on est trop passionné, la passion, la façon qu'on a de s'exprimer, d'imposer notre opinion, pour une femme noire, ça va être vu comme la femme aigrie, la femme en colère. Alors que cette même passion, chez un homme, sera simplement vue comme de la passion. Donc, comme un discours passionné, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a cette tendance à finalement véhiculer des stéréotypes qui sont des stéréotypes qu'on trouve dans les Amériques sur la femme. Et alors, juste un mot, peut-être que vous voulez réagir à ce sujet-là? Oui, et le parallèle en fait avec la Martinique, c'est-à-dire que là vous parliez tout à l'heure des femmes noires qui font beaucoup d'enfants, comment c'est perçu là-bas. Ici, c'est vrai que c'est pas forcément non plus bien perçu, mais Barbara disait que politiquement, est-ce que ce serait pas voulu? Est-ce que voilà, donc, ma question aussi, il y avait 2 sens à ma question. Ma question c'est, est-ce qu'on arrive aussi à déchiffrer la raison de cette situation? C'est-à-dire pourquoi ces femmes se retrouvent dans cette situation-là? Qu'elles ont voulu, qu'elles ont recherché, et pourquoi ça se passe comme ça dans leur vie? Ah, vous parliez des stratégies je parlais des deux, femmes. Oui, des stratégies. Est-ce que ça fait, voilà, je parlais aussi je des pensais que vous parliez des stratégies des je parlais politiques. Non, je parlais de la stratégie, bien sûr, des préjugés, mais la stratégie aussi des femmes. D'accord. Ah oui, moi, je pense que de toute évidence, le principe aussi du féminisme noir, c'est de décatégoriser, en fait, parce que finalement, tout ce qui compte, c'est le libre arbitre. Donc, que ce soit une femme qui soit... il y a des femmes qui font le choix d'avoir plusieurs enfants avec plusieurs hommes et finalement économiquement c'est beaucoup plus rentable pour elles. Il y a un homme qui s'occupe de ça, un autre qui s'occupe d'autre chose. Bon, c'est une stratégie, donc chaque femme peut très bien avoir sa propre stratégie et sortir du cadre. On peut poser l'idée que c'est une stratégie et comme disent les Américains, so what? Oui, so what? Absolument. Okay. Donc en fait, c'est vrai que le principe du féminisme noir, c'est de déconstruire ces préjugés de façon à ce que les femmes soient libres d'être ce qu'elles ont envie d'être. C'est la même chose pour l'hypersexualisation, parce que finalement, il y a à peu près 3 grands stéréotypes. Il y a la femme, la reine des allocations familiales, il y a la Jézabel, donc ça c'est la femme noire hypersexualisée, et puis il y a la mamie, donc ça c'est la femme noire docile, servile, c'est un peu la femme noire en général qu'on décrit comme une femme sur la boîte des pancakes. D'ailleurs, on a enlevé il n'y a pas très longtemps, mais la mamie des pancakes. Donc, c'est vraiment ces 3 grands stéréotypes qui sont là et qui finalement nous mettent dans des cases. Et on peut vouloir par stratégie être dans une case, mais ça doit être notre choix et donc on ne peut pas être tout le temps stigmatisé, étiqueté. Voilà. On avait parlé longuement de l'hypersexualisation, effectivement. Quelle femme vous êtes, vous? Quelle femme noire vous êtes, Anaïs?
Quelle femme noire Et déjà, est-ce que vous acceptez d'être dans une des cases? Parce que vous pouvez dire, je peux être dans la case, dans une des cases. Alors, la première case avec donc les enfants, le côté welfare, non, pas du tout. Jézabel, Dieu m'en préserve, non, je ne pense pas. Et la troisième partie, le côté, voilà. Mamie? Mamie. Non, pas encore. Non. Non. En fait, je ne suis pas dans ces cases-là. Moi, j'ai envie de pouvoir créer ma propre case. J'ai envie de me dire que voilà, je suis une femme entrepreneuse, puisque voilà, agriculteur, les gens ont tendance à avoir ça mal, mais quand on est agriculteur, on est chef d'entreprise. Voilà, nous sommes chefs d'entreprise, donc je suis une femme, chef d'entreprise, qui a une vision de développement pour la Martinique, qui veut que la Martinique rayonne au niveau international de par ses cultures, parce que nous avons des cultures qui viennent de chez nous, mais qui ont été appropriées par les autres. Je pense notamment au café, je pense à toutes ces cultures à forte valeur ajoutée comme la vanille également. Donc tout ça, on peut avoir vraiment une identité dessus, de la même façon que la Réunion a réussi à avoir cette identité-là. On peut le faire ici et le développer à la Martinique. Moi, c'est plus une vision vraiment de développement pour mon île, et aussi l'envie que les autres puissent revenir. Les autres qui partent et qui disent que la Martinique, au final, à part les belles plages, voilà, et les vacances, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Non, la Martinique, c'est vraiment un cadre de vie, et je pense aussi que la Martinique peut nourrir ses habitants et qu'il y a du travail pour tout le monde. On recevait dans une émission précédente Koura Bernabé, qui, elle, est engagée un petit peu comme vous, donc qui est agricultrice aussi, qui, elle, développe le cacao, c'est sa passion. Juste, retour un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la différence notamment entre la littérature féminine anglophone, la littérature féminine francophone. Comment expliquer cette différence? Vous disiez, quand on préparait cette émission, vous disiez que peut-être que les femmes sont plus complices de leurs hommes. En fait, derrière Césaire, il y a Suzanne Roussy. Parlez-nous un petit peu de cette différence, peut-être votre analyse à vous, de ce qui explique cette différence. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas suffisamment de travaux là-dessus, mais je crois que cette différence qui est visible entre la femme martiniquaise et la femme guadeloupéenne, finalement les Guadeloupéennes ont pu imposer leur voix plus rapidement que nous dans la littérature. Je pense qu'effectivement il y a peut-être une notion de complicité avec nos hommes, c'est-à-dire qu'on les aime, on les porte. Effectivement, on a cette capacité à finalement être numéro 2. Je pense que les femmes martiniquaises ont trop longtemps accepté d'être des numéros 2. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça qu'en Guadeloupe, il y a plus de femmes martiniquaises, guadeloupéennes qui sont engagées en politique aussi. Donc ça se voit aussi en politique. Souvent, il n'y a qu'à voir le nombre de femmes, d'hommes maires. Alors on parle de parité. Alors il y a un nombre d'hommes maires, mais pourquoi est-ce que les adjoints, les premiers adjoints, normalement ça devrait être que des premières adjointes en majorité, et ce sont quand même des hommes. Donc à quel moment est-ce que les femmes qui sont numéro 2 sur ces listes qui sont censées être des listes paritaires, à quel moment est-ce qu'elles deviennent adjointes numéro 5, 6, alors qu'au départ elles étaient numéro 2 sur la liste? Donc il y a des transactions qui se font, et je pense qu'on a dans notre culture cette facilité finalement à se dire ok, on peut se contenter du numéro 2 parce que finalement on a un homme charismatique, brillant. C'est comme si finalement on s'était ancré dans notre culture, dans notre inconscient, qu'on ne pouvait pas être aussi brillante, aussi charismatique et finalement qu'un homme et être numéro 1. Donc je pense que c'est vraiment au niveau de l'éducation et que c'est ancré. Alors bon, il y a un historien, je discutais avec une collègue, Dominique Aurélia, et également un autre collègue historien, Jean-Pierre Sainton, qui expliquait, alors il est guadeloupéen, donc il expliquait que peut-être il y avait une différence de dynamique entre l'horizontalité et la verticalité, et qu'en fait en Martinique on avait peut-être cette culture de la présence béquée et de l'image de la femme béquée, qui finalement c'est une image, la femme béquée en elle-même est une femme profondément soumise. Donc il y a toutefois donc les femmes béquées qui sont vues comme ces femmes qui habitent dans les habitations, qui ont les hommes qui travaillent beaucoup, mais elles n'ont pas forcément besoin
de beaucoup travailler. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des cours de conversation. Elle a fait des cours de conversation dans une maison, chez un béquet, en plein champ de bananes. Et en fait, il n'y avait même pas la connexion Internet, hein, d'ailleurs. Enfin, j'avais pas de connexion, il n'y avait pas de signaux pour mon portable. Et c'est vrai que je me suis posé la question. C'était quand même une femme avec 5 enfants qui était seule pendant la journée. Donc je crois que on a aussi cette image-là, peut-être une image miroir qui fait la présence de la culture béquet qui influe encore aujourd'hui sur nos sociétés martiniquaises, alors qu'en Guadeloupe, ce n'est pas le cas. Mais la femme noire, elle est perçue plutôt comme le poteau-mitant ici. Enfin, voilà, on est toujours en train de dire, voilà, la femme jock, la femme noire, la femme qui élève ses enfants seule, qui va travailler, qui fait plusieurs boulots pour nourrir sa famille. C'était ça, en fait, hein, qu'on a souvent entendu, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc. C'était ça. Et c'est vrai que le contraste avec la femme béquet qui était là, en fait, qui était la femme qui devait s'occuper de l'éducation des enfants, c'est vrai qu'il y a une... Est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas un peu plus avant-gardiste, entre guillemets, je dirais, de ce côté-là. C'est-à-dire que, voilà, les femmes, en fait, avant, elles géraient leur entreprise, qui était leur famille. Pour moi, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas un piège, quand même, ça? Cette notion de potomitan, là. Parce qu'on nous met tous sur le dos, c'est-à-dire, oui, tu es potomitan, donc fais. Est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel les femmes se sont mises? D'ailleurs, cette notion-là est remise en question massivement par les féministes. Hein. Oui, c'est vrai que la femme, elle ne doit pas être que... Voilà, le potomitan, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, tu es là, tu acceptes, tu travailles. Oui, en fait, tu n'as pas besoin de moi, mais oui, tu vas faire. Oui, voilà, tu vas faire, etc. Et on a toujours eu tendance à tout déléguer sur la femme. Ici, c'est un petit peu... Mais c'est une notion qui vous paraît encore pertinente, c'est une notion qui est désuète pour moi aujourd'hui, parce que la femme, aujourd'hui, elle est très en avance, je dirais, sur son temps. Les femmes, aujourd'hui, elles s'occupent des enfants, etc. Elles s'occupent des enfants, elles sont multitâches, elles font tout, et voilà, quoi. J'ai plus l'impression qu'on était dans une société où l'homme avait vraiment beaucoup besoin de la femme, encore un peu aujourd'hui, j'ai l'impression. Et la femme, elle a ce côté vraiment très indépendant. Oui, elle est de plus en plus. Elle est de plus en plus. Ce qui crée d'ailleurs, une fois j'ai eu l'occasion de discuter avec Hérol Muissier qui travaille sur les questions de violence dans la société antillaise. Il est guadeloupéen, il est expert, il est psychologue expert après la cour d'appel de Basse-Terre sur ces questions-là. Et une des raisons, alors ça fait un moment peut-être qu'il a évolué dans l'analyse, mais une des raisons pour lui qui explique la violence faite aux femmes, les violences faites aux femmes, c'est précisément cette indépendance que les femmes ont acquise, qui fait que certains hommes ne se retrouvent pas dans ça. Parce que oui, alors tu es potomitan, en plus tu as la tête courbée, non, voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, moi j'avoue que je suis vraiment dans une dynamique de rejet fondamental de la figure du potomitan, parce que pour moi un poteau c'est statique, ça bouge pas. Enfin pour moi c'est une figure qui est devenue un fardeau, voilà, pour les femmes. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à rejeter ce mythe. Pour moi c'est vraiment un mythe et qui a permis à beaucoup d'hommes finalement d'en faire moins, d'en faire beaucoup moins, et finalement d'être plus visible, malgré tout, d'en faire moins, mais d'être plus visible et justement pas du tout statique, beaucoup plus mobile, alors que pendant ce temps, les femmes étaient des potomitans. Donc je crois que même si nos arrière-grand-mères et grand-mères étaient des potomitans, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'aspirent pas du tout à être des potomitans, et même celles qui font mine de l'être ne le sont pas vraiment, elles ont des stratégies internes d'anti-potomitanisme. Mais il y a une vraie question, quand on parle de politique, aujourd'hui, sur 34 communes, il y a 4 femmes, dont une jeune qui a été élue, donc Aurélie Nella, à Ducos, vraiment c'est à saluer, 34 ans, je crois qu'elle a 34 ans. Il y a Madame Génie Dulis, il y a Madame Casimirius et... à Font-Saint-Denis. Madame Comier, Annie Comier à Font-Saint-Denis. Donc, mais concrètement, quand vous êtes maire, par exemple, d'une commune, il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous devez, il y a les bureaux municipaux, les conseils municipaux, il y a les administrés. Concrètement, je veux dire, le temps d'une femme, c'est le temps humain, quoi. Il faut vous occuper aussi des enfants, il faut que les tâches soient partagées. Pour que les femmes accèdent au pouvoir, il faut non seulement aller au-delà de la parité, il faut aller au-delà de la parité, il faut non seulement de la parité, mais aller au-delà de la parité, parce que concrètement, donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut organiser la société pour que les femmes puissent acquérir, accepter ces charges-là, parce qu'elles ne peuvent pas tout faire. Absolument.
absolument. La parité, c'est pas l'égalité, de toute façon. La parité, c'est quantitatif, mais c'est pas qualitatif. Et je crois que c'est ce qu'il est important de souligner, parce qu'il y a toujours, on arrive à avoir le même nombre de femmes et d'hommes, mais il faut regarder à quel poste sont les femmes et à quel poste sont les hommes. Et souvent, on a effectivement vraiment un décalage à l'université, par exemple, au niveau des maîtres de conférences. J'ai vérifié avec les ressources humaines, et c'est vrai qu'on a peut-être 40% de femmes maîtres de conférences, 60% d'hommes. En revanche, là où il y a vraiment le creux, c'est quand on arrive au niveau des professeurs des universités qui demandent finalement de faire pratiquement une deuxième thèse de doctorat ou demandent vraiment plus de sacrifices. Et bien là, il y a un plus grand décalage. 75% d'hommes, vous me disiez. Voilà, 25%. 75% d'hommes, 25% de femmes. Bon, ça, ce sont des chiffres qui remontent à 2 ans. Je n'ai pas les chiffres de cette année. Mais c'est vrai que je crois qu'à un moment donné, c'est là qu'on voit vraiment la force du plafond de verre. Et en même temps, en Martinique, on a quand même cette notion qui est aussi une notion de fardeau, qu'on met toujours sur la femme, la responsabilité de faire une famille. Donc ça veut dire que si on a passé 30 ans et qu'on n'a pas d'époux et qu'on n'a pas fait d'enfants, on est une ovni, on est considéré comme carriériste, ambitieuse, alors qu'un homme fait ça sans aucun problème. Aucun problème. Donc je crois qu'il y a un décalage aujourd'hui et que les mentalités doivent absolument changer de façon à permettre, parce que fondamentalement, qu'est-ce qui empêche aux hommes d'aider? Alors les femmes qui sont mères, elles ont certainement, si elles ont des enfants, elles ont certainement des partenaires qui jouent le jeu. Moi, toutes les femmes que j'ai vues à des positions, à des postes très élevés, elles avaient des partenaires qui jouaient le jeu et qui étaient aussi des partenaires avec des fonctions, mais ils s'organisaient. Voilà. Au niveau des États-Unis, Kamala Harris, c'est son époux, je crois, qui l'a beaucoup aidé, qui était à ses côtés. Monsieur Chardon, il vous aide? Alors, c'est pas Monsieur Chardon, c'est Monsieur Janvier. Chardon, c'est mon nom. Non, mais c'était pour dire que je sais que c'est votre nom de jeune fille. Mon nom de jeune fille. Alors, Monsieur Janvier, alors c'est particulier. Alors oui, il m'aide quand il est là. Pourquoi? Je m'explique. Comme il vit en Guyane, c'est particulier parce qu'il a été muté en Guyane. Il est professeur de l'éducation nationale. Et donc, du coup, il est obligé de partir là-bas, sans quoi il aurait perdu son travail. Donc, du coup, pour le moment, on est en détachement de conjoint, je dirais. Donc, il a encore 2 ans à faire là-bas avant de revenir. Après, oui, c'est vrai que c'est une aide pour moi. Alors, il n'est pas forcément présent physiquement avec moi sur l'exploitation, mais il m'aide aussi pour toute la partie administrative et tout ça, parce que voilà, il a quand même plusieurs diplômes en comptabilité notamment. Et voilà, il m'aide à ce niveau-là. Il est aussi très présent pour notre fils, parce qu'on a un enfant. Mais c'est vrai que d'une manière générale, pour un homme, c'est pas forcément évident d'être relégué au second plan. J'ai l'impression. Et l'homme a toujours envie d'être mis en lumière. L'homme, c'est celui qui est censé être le leader, être reconnu comme étant le plus charismatique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de femmes charismatiques qui émergent sur la scène politique, notamment. Mais la scène agricole aussi. Agricole aussi. La scène universitaire aussi. Et effectivement, voilà, le fait qu'il y ait cette mise en lumière-là, ça risque peut-être de frustrer certains hommes qui pensent toujours à cette image traditionnelle de la femme. Tu es là, tu élèves les enfants, tu leur donnes à manger, tu les nourris, tu fais les devoirs. Voilà. Mais aujourd'hui, ça évolue de plus en plus. Ça évolue, heureusement, dans le bon sens. Il y a des hommes féministes au fur et à mesure. Il y a des hommes féministes. Je crois que le féminisme, ça devrait être voilà, un peu comme Chimamanda Ngozi Adichie le dit, vraiment, on devrait tous être féministes parce que finalement, c'est de l'humanisme. C'est une Nigériane, elle a écrit ce livre qui s'appelle donc on devrait tous, We should all be feminists. Ça a été traduit en français aussi et d'ailleurs dans plusieurs langues. Et c'est vrai que sa vision, c'est vraiment le féminisme, ce que moi je vois comme une sorte de néo-féminisme. C'est pas le féminisme où on peut pas se maquiller, on peut pas être jolie et intelligente à la fois. C'est un féminisme plutôt universel et humaniste où finalement on a vraiment cette vraie égalité. Et donc du coup, je crois qu'aujourd'hui, si on a des hommes, quand les hommes sont sûrs d'eux, quand ils sont sûrs de leurs propres compétences, ils sont bien dans leurs bottes,
ces hommes-là n'ont pas de problème à être avec une femme charismatique ou une femme qui a un poste à responsabilité. Et je crois que de toute façon, moi, en tant que femme, je ne m'intéresse pas aux hommes qui n'ont pas cette vision de toute façon. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Si on a des hommes plus sûrs d'eux, les hommes qui sont très sûrs d'eux et qui sont sûrs de leurs compétences, eh bien ces hommes-là, ils font des femmes, des collaboratrices, plutôt que de les écraser ou d'essayer de les dominer en fait. Ça devient des collaboratrices à part entière. Alors, c'est vrai que la discussion est passionnante, mais je voudrais quand même qu'on aborde quelques questions, sans entrer forcément dans les détails, mais des enjeux un petit peu pour l'agricultrice que vous êtes et la présidente des JA. On parlait d'installation, on parlait de transmission, les enjeux. On a beaucoup parlé de chlordécone. Moi, j'avais pas prévu qu'on passe autant de temps sur le chlordécone, mais c'est pas grave, et ça nous a amené vers autre chose. Mais aujourd'hui, donc, pour les agriculteurs, vous disiez que votre vision, c'était que l'agriculture puisse nourrir cette population et créer de la richesse, et finalement que le secteur primaire soit un petit peu driver, enfin moteur. Donc c'est quoi? Problème de transmission de terre, problème de disponibilité du foncier, problème de culture aussi. C'est quoi les enjeux auxquels vous êtes confrontés dans cette population de jeunes agriculteurs? Alors c'est vraiment la première problématique quand on parle de renouvellement des générations en agriculture, c'est vraiment la problématique du foncier. Il y a du foncier disponible, mais malheureusement, il n'est pas accessible. Pourquoi? Il n'est pas suffisamment accessible parce qu'aujourd'hui, on a donc la collectivité territoriale de Martinique qui gère, donc, qui a ce qu'on appelle la banque de terre et qui est censée recenser tous les terrains agricoles qu'on peut mettre à disposition via une convention de mise à disposition pour les jeunes agriculteurs. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de listing qui a été fait dessus, on n'a pas de recensement de tous ces terrains agricoles qui sont disponibles. Et quand ils le sont, ils sont soit chlordéconés, soit ils ne sont pas, disons que la jouissance n'est pas paisible dessus. Donc des fois, il y a des occupations qui sont faites de manière frauduleuse avec des habitations qui sont construites dessus sans autorisation. Et donc, on ne peut pas installer un jeune dans de bonnes conditions comme cela. Alors cette problématique de foncier, c'est vrai qu'elle est très 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 importante. Il y a aussi un problème de retraite, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les retraites des agriculteurs ne sont pas suffisamment valorisées. On est autour de 250 € pour un agriculteur aujourd'hui qui part à la retraite. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Celui qui est en âge de partir à la retraite se dit: je vais continuer à travailler de plus en plus longtemps. Et de cette façon, je vais me tirer un revenu. Et donc, du coup, ça empêche de libérer le foncier aussi. Donc, il y a cette problématique-là, et puis il y a une problématique aussi intergénérationnelle. Parce que la vision des agriculteurs d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Les agriculteurs, avant, donc la génération de mes parents, c'était des gens donc, qui travaillaient dur, effectivement, la pénibilité de la tâche. Aujourd'hui, donc quand on va parler de peut-être mécaniser ou essayer de réduire les efforts de l'agriculteur, ben, on sera forcément vu comme des feignants ou des farfelus. Donc il faut vraiment pouvoir, voilà, il y a ce problème générationnel-là qui est là. Il y a cette problématique aussi de chlordécone qui a beaucoup... mais on a beaucoup entendu que, y compris, enfin l'objectif c'est de travailler sur des terres non chlordéconées clairement, mais y compris sur des terres avec du chlordécone, on peut quand même... Bien sûr. Faire de l'agriculture. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire avec la chlordécone. Donc, les cultures qui sont particulièrement sensibles à la molécule, ce sont tous les tubercules, donc tout ce qui est dachine, igname, patate douce. Mais on peut planter des fruits, des arbres fruitiers, ça n'a aucune incidence. Voilà, la chlordécone ne va pas se retrouver à l'intérieur du fruit. Donc, il y a cette possibilité-là de faire avec la molécule. Tout simplement. Donc, voilà. Et puis, au niveau politique aussi, voilà, il y a eu des petites... vous parliez de plan chlordécone tout à l'heure. Le premier plan chlordécone qui émanait de la préfecture auquel j'ai participé, ça montrait donc une cartographie des zones chlordéconées à la Martinique. J'ai trouvé ça un peu... C'était maladroit. C'est là que vous disiez ça d'ailleurs. C'est là que vous aviez interpellé le président en disant on nous montre du doigt.
On nous montre du doigt, donc ça a fait quoi? Ça a divisé le monde agricole, premièrement, et puis la cartographie était aussi imparfaite, puisqu'elle montrait des terrains chlordéconés alors qu'ils ne l'étaient pas. D'accord. Et puis il y avait aussi une difficulté, bon là maintenant ça s'est réglé, mais une difficulté au niveau des analyses, parce que les analyses chlordécone, il fallait que ça sorte de la poche de l'agriculture directement, et aujourd'hui je sais qu'il y a une disposition, une mesure FEADER, Ça a changé. voilà, qui permet effectivement à l'agriculteur de pouvoir se faire financer ces analyses chlordécone. Aujourd'hui, il faut savoir que, quel que soit le mode de commercialisation que nous avons, on nous demande les analyses chlordécone. C'est obligatoire maintenant. Donc voilà. Alors il y a cette difficulté-là. Et puis je trouve aussi que j'ai interpellé l'ancien préfet qui était là, Monsieur Robin, et je lui disais que, d'accord, vous parlez de la chlordécone à la Martinique. Hein, d'accord, c'est vrai que c'est une problématique environnementale, ça nous touche, mais je trouve qu'on ne parle pas et on ne fait pas de focus sur ce qui émane de la métropole. Oui. Alors on est dans un marché de dégagement, on nous envoie toute la marchandise qui sort de métropole ou toute la marchandise qui sort de l'Union européenne dont personne ne veut, et puis on nous envoie des pommes de terre qui sont bourrées de chlordécone. Alors les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, c'est vrai que pratiquement pour traiter le doryphore de la pomme de terre, on utilisait de la chlordécone. Quand j'ai interpellé le président de la République sur ça, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah, probablement que la chlordécone a été utilisée en métropole, mais on ne connaît pas les quantités. J'ai un petit peu de mal à le croire. Il faudrait qu'on les connaisse. Comment est-ce qu'on connaît les quantités en Martinique et on ne connaît pas les quantités en métropole? On connaît les quantités en Allemagne, on connaît partout, sauf en Martinique. Et puis aussi beaucoup de concurrence distorsive qui viennent d'ailleurs, donc on est beaucoup dans la Caraïbe, beaucoup dans l'Amérique centrale, dans Costa Rica, tout ça, toutes ces productions qui nous arrivent aujourd'hui et qui ne sont pas contrôlées. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. J'avais interpellé le préfet dessus. Il me dit, ah oui, on fait des contrôles. Je vous assure, je vais vous inviter à l'occasion de ces contrôles. Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. En tout cas, il vous a dit qu'il les faisait. On va lui demander. Il est obligé de le dire. On va lui demander. Il est obligé de le dire. Il ne peut pas dire le contraire. Mais voilà, toute cette marchandise qui sort d'ailleurs et qui a aussi utilisé massivement le chlordécone et qui aujourd'hui continue à faire de l'épandage aérien. Et puis il y a d'autres pesticides aussi. Exactement. Il n'y a pas que ça. Mais là, on parle vraiment des organochlorés et de leur persistance dans le sol. Donc, on a voulu grossir ça chlordécone, mais voilà. On peut aussi très bien parler de la pomme qu'on reçoit chez nous, la pomme granny, ou on peut aussi très bien parler de l'oignon aussi qui sort de métropole et qui a énormément de pesticides dedans. Donc aujourd'hui, vraiment, je tiens à le redire, l'agriculture martiniquaise, elle est propre, elle est saine et je le dis, je le redis, consommer local, c'est un acte militant. Alors c'est vrai que là, on va dire, les produits sont plus chers en Martinique. Pourquoi? On ne comprend pas. Le produit n'a pas pris le bateau, il n'a pas pris l'avion. Pourquoi il est plus cher? Parce que justement, le coût de production n'est pas le même en Martinique qu'au Costa Rica. Ici, on est sur un territoire français. Il faut bien que les gens comprennent ça. D'accord? Et quand on achète un produit qui sort de Pologne, du poulet à 99 centimes, parce que j'ai déjà vu ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit aussi, il faut que le consommateur soit responsable par rapport à ses choix de consommation. On ne peut pas toujours cracher sur l'agriculteur. Mesdames, le temps passe super vite. On n'a pas fait le tour de toutes les questions. Je vais vous poser une question qui est un peu rituelle. Vous allez y répondre, s'il vous plaît, assez rapidement. Et après, on va faire la conclusion. La question, c'est quel est l'homme qui vous a influencé? Myriam, on commence par vous. Alors, écoutez, alors ça dépend, influencer comment. Forcément, le premier homme qui m'a influencé, c'est mon père, bien évidemment, que je respecte et que j'admire. Mais c'est vrai que si on parle d'influence du point de vue des choix de carrière, et vraiment, voilà, je ne peux pas ne pas parler de mon professeur d'anglais en terminale au lycée Bellevue, Monsieur Guérin-Pinault, qui est finalement celui qui m'a donné cette voie d'études anglophones et qui m'a dit d'ailleurs, et d'ailleurs je pense que certains professeurs pourraient peut-être avoir ce discours aussi, qui a commencé par me dire, écoute, commence par faire 2 ans d'études ici en anglais à l'Université des Antilles-Guyane, ça te donnera un ancrage, tu seras chez toi et ensuite à 20 ans tu pars à Londres. Donc il a vraiment tracé ma carrière et c'est exactement ce qui s'est passé. Je crois que voilà, c'est exactement ce que j'ai fait et donc c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas je suis reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Gérard Guérin-Pinault avec superbe accent british. Monsieur Gérard Guérin-Pinault.
Le message vous est parvenu. Donc, si vous avez ce message, appelez Myriam, s'il vous plaît. Vous pouvez passer par Zitata. Et vous, Anaïs, l'homme qui vous a influencé? Alors, mon père, forcément, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a toujours inculqué ces valeurs de travail-là et que j'admire beaucoup par rapport à ce qu'il a réussi à accomplir. Parce que quand même, c'est lui qui a monté cette entreprise-là, qui a aujourd'hui quand même voilà, sa place sur les sites agrotouristiques de Martinique. Donc, il y a lui. Et puis, Barack Obama, sans tomber trop dans le cliché. Pourquoi? Parce que voilà, je trouve que son parcours quand même est très inspirant. C'est bon, le premier noir à avoir effectivement accédé à la présidence américaine. Et puis voilà, ça montre effectivement que tout le monde peut y arriver. En tout cas, le message d'espoir qu'il a véhiculé, j'ai trouvé ça très important lors de sa campagne. Et donc, du coup, je trouve que c'est une inspiration quand même pour nous tous. En tout cas, ça devrait l'être. Alors, préparez le mot de la fin, qui sera le mot de la femme, juste après le petit jingle. Ben, c'est la fin de notre émission, donc je vous laisse conclure. Anaïs? Alors, la Martinique, c'est un très beau territoire. Les Martiniquais ont du talent. Nous avons des Martiniquais qui sont... Et des Martiniquaises? Et des Martiniquaises aussi, surtout, qui participent au développement de notre territoire. Et il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Et les jeunes qui s'en vont, ben revenez. Ne partez pas, ne vous dites pas, bon ben voilà, c'est fini, c'est plié, il n'y a rien à faire en Martinique. Ils peuvent partir, mais ils reviennent. Partez, ayez de la hauteur par rapport à la Martinique. Revenez en ayant une vision de développement global en Martinique. Ou sinon de la hauteur de la perspective, de la mise en perspective. Exactement, de la mise en perspective. De la mise en perspective Voilà. de notre territoire. Myriam, le mot de la fin? Merci, merci de m'avoir reçu. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faut partir pour revenir et revenir plus compétent, plus fort, s'engager dans le pays et particulièrement pour les femmes. Moi, je pense qu'il faut vraiment oser être ambitieuse et puis oser être numéro un aussi, ne pas toujours se contenter de rester dans l'ombre des collaborateurs hommes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait une visibilité plus claire et des femmes engagées pour leur territoire, pour le développement de leur territoire. Et puis, je précise aussi que l'Université des Antilles est là pour servir la population. Je crois qu'il est important de valoriser ces outils, d'arrêter de dénigrer les outils qui fonctionnent, qui font des choses positives. Donc, j'insiste sur le rôle de l'université pour former cette jeunesse et l'avenir donc de la Martinique. Je vous remercie de nous avoir reçus. Mais merci à vous, mesdames, c'était un plaisir. Et puis, je suis sûre qu'on va se revoir parce que vraiment, il y a tellement d'autres choses à dire. Merci en tout cas d'avoir été dans Forme. Nous, on se retrouve très vite avec d'autres femmes inspirantes dans Forme sur Zitata. Femme.